Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes arrivé à la dernière seconde, place à votre journal des médias, c'est tout chaud. C'est quoi le sommaire du jour? Le score d'ici tout commence, la nouveauté TF1, la fin d'un procès mondialement suivi, le point sur les succès et les flops d'octobre, un documentaire édifiant sur Arte et un record historique pour le moins entêtant. Mais on commence évidemment par les audiences qu'ont les Français regardé hier soir à la télévision. Eh bien, hier soir, tellement à la dernière Il a perdu ses feuilles, il a perdu ses fiches de meubles pendant que vous retrouvez la bonne page. C'est France 2 qui est première avec sa nouvelle mini-série De Gaulle, l'éclat et le secret dont elle proposait les 3 premiers épisodes. En moyenne, ils ont réuni 4 700 000 personnes pour une part d'audience de 19%. M6 pointe en deuxième position avec la suite de L'amour est dans le pré, saison 15. L'émission de Karine Le Marchand a fédéré en moyenne 3 900 000 téléspectateurs pour 16% de part d'audience. Sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, les fameuses M6 est leader à 23% de part d'audience. Enfin, TF1 se contente de la 3e place des audiences grâce au téléfilm inédit Il était une fois à Monaco avec Ryan Bensetti. Au compteur 3 200 000 téléspectateurs, soit 13% du public. Je souris parce que votre masque tombe de votre nez, il tient pas une phrase en entier. Alors on démarre ce journal des médias avec un score très attendu, l'audience de Ici tout commence qui a commencé hier. Voilà, je vous le disais, hier TF1 a lancé sa nouvelle fiction quotidienne, ce spin-off de Demain nous appartient, et les chiffres sont bons, 3 700 000 téléspectateurs pour près de 20% de part d'audience et aussi un très joli 23% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Ça démarre bien. La productrice Viviane Godefroy était notre invitée hier dans ce studio, on lui a porté chance. La fin d'un procès, Charles, procès dont on a beaucoup parlé. Johnny Depp a perdu. Hier, un tribunal de Londres a donné raison au tabloïd The Sun et à son éditeur Newsgroup Newspapers après une procédure pour diffamation entamée il y a 2 ans par l'acteur. Immédiatement après l'annonce du verdict, ses avocats ont indiqué qu'il allait faire appel. Au cœur du procès, un article de 2018 dans lequel le Sun qualifiait Johnny Depp de mari violent. C'était 1 an après son divorce avec l'actrice Amber Heard. La ligne de défense du Sun était simple. Si c'est vraiment arrivé, ça ne peut pas être de la diffamation. Pendant 2 ans, les médias internationaux et la presse People ont fait leur chou gras des révélations sordides du couple. Et au final, le Sun a triomphé. Le juge a accusé Johnny Depp d'avoir voulu faire passer son ex-épouse pour une femme sans scrupules, intéressée uniquement par son argent. Une stratégie qui n'a donc pas fonctionné. Je cite un extrait de ce qu'a dit le juge. Tout au long du procès, les preuves apportées par Monsieur Depp suggéraient que Madame Heard avait construit un mensonge élaboré en guise de police d'assurance, a priori au cas où leur mariage arriverait à son terme. Voilà ce qu'a expliqué le juge. Mais il a révélé une vraie incohérence dans cette ligne de défense. Une fois le divorce prononcé, Amber Heard a fait don des 7 millions de dollars qui lui avaient été accordés à une association caritative. Pas franchement logique si le but de l'actrice était de faire fortune sur le dos de son ex-mari. C'est fait, Media One a racheté Lagardère Studio et Troisième œil. Le projet avait été annoncé en juin, il est désormais bouclé. La société de production Media One, fondée par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, a officiellement acquis la société Lagardère Studio, productrice de films et de séries allant de Joséphine Ange Gardien à la récente The Eddie sur Netflix. Cette acquisition permet aussi à Media One d'intégrer les producteurs européens qui appartenaient à Lagardère Studio et de renforcer sa présence et ses capacités de production aux Pays-Bas mais aussi en Finlande notamment. Dans le même temps, Media One a absorbé Troisième œil, la société de production créée par Pierre-Antoine Capton et portée par le succès incontestable de C'est à vous sur France 5. De quoi prendre un peu plus d'ampleur encore à ce groupe indépendant sur un marché où la concurrence fait rage. Le mois de novembre vient de débuter, je vous apprends rien, c'est l'occasion de faire un petit point sur les audiences mensuelles d'octobre. Et oui, comme chaque mois, je vous propose de regarder dans le rétroviseur et en octobre, pas de surprise, TF1 est évidemment toujours en tête des audiences mensuelles, mais avec 19,3% de part d'audience, la chaîne signe son pire mois d'octobre historique. Alors on ne s'alarme pas, c'est un mouvement de fond. Les téléspectateurs ont le choix depuis de longues années maintenant entre 27 chaînes et ce sont évidemment les chaînes ultra leaders qui en souffrent le plus. TF1 a pourtant pu compter sur les très beaux scores de Koh-Lanta et Masked Singer, notamment sur une info en grande forme, surtout le midi et le week-end. Mais c'est vrai que certains programmes de Prime ont déçu, on en a parlé plusieurs fois lors des audiences, tous les jours dans l'émission. Les retours de Clem et Infidèles n'ont pas emballé le public et côté américain, Good Doctor et Grey's Anatomy ont sensiblement faibli, même si les scores sur les femmes de moins de 50 ans, qui sont la cible fétiche de TF1, restent bons. La Une est d'ailleurs aussi leader en octobre sur cette cible, à 22,1% de part d'audience. Et je subodore que France 2 est également toujours deuxième. Oui, alors là, il n'y a jamais de surprise aux 2 premières places des audiences mensuelles. France 2 est deuxième et redescend un peu à 13,9% après un mois de septembre qui avait été boosté par le Tour de France. Roland Garros lui a cependant permis de faire mieux qu'en octobre 2019, donc on est en haut sur un an. Et la chaîne a aussi connu quelques jolis succès en prime, entre Alex Hugo, Le Mensonge avec Daniel Auteuil, ou encore le rugby samedi dernier. Derrière, M6 c'est son meilleur mois de l'année et passe en 3e position devant France 3. Voilà, là ça commence à devenir intéressant. La 6 garde au passage sa 2e place sur
sur les femmes de moins de 50 ans grâce à des primes qui ont été très fédérateurs sur cette cible. De L'amour est dans le pré à incroyable talent, sans oublier les excellents scores du meilleur pâtissier et de la série américaine 911. Et du côté des autres chaînes, Charles? Alors 5e, France 5 est quasiment stable sur un an. Elle est bien aidée par la puissance de C'est dans l'air et C'est à vous en access, mais aussi par ses succès en prime. Et elle devance, c'est là la surprise, BFM TV. La chaîne info est portée par l'actu et se classe 6e chaîne de France en octobre avec 3,2% de part d'audience. BFM devance ainsi TMC qui est en léger repli et Arte qui est 8e et qui égale son record historique. Alors on parlait des chaînes info, BFM est loin devant CNews, mais la chaîne du groupe Canal+ signe son record historique en octobre à 1,8% de part d'audience. C'est 1,1 point de gagné sur un an. Merci Pascal Praud et Éric Zemmour. LCI est donc nettement devancée, même si elle n'a pas à rougir, à 1,2% de part d'audience, en hausse quand même de 0,3 points sur un an. Arte propose un documentaire édifiant ce soir à l'occasion de la présidentielle américaine qui, faut-il le rappeler, se déroule aujourd'hui. Ça s'appelle La démocratie du dollar. C'est disponible depuis quelques jours déjà sur arte.tv et c'est proposé en prime ce soir à 20h50. Et comme son nom l'indique, ce film s'intéresse à la façon dont l'argent gangrène absolument tous les niveaux de la vie politique américaine. Aux États-Unis, il n'y a pas de limite dans certains cas à l'argent qu'un particulier peut donner à une campagne électorale. Ce sont donc les très riches qui ont l'oreille des candidats, comme l'a expliqué le réalisateur du documentaire Sylvain Pack à Louise Bernard. Les sujets les plus importants pour la population deviennent donc secondaires. Qui vous appelez? Ceux qui ont de l'argent, donc les plus riches. Donc forcément, eux, ils vous font part de leurs problèmes. Ils vous expliquent leurs préoccupations et la préoccupation des plus riches, c'est pas la même forcément que celle de tous les Américains. Donc ça va être, on veut moins d'impôts, on veut moins de régulation économique, on veut la facilité pour nos entreprises. Beaucoup de problèmes aux États-Unis, que ce soit le changement climatique, le prix des médicaments, les impôts pour les plus riches, ne pourront pas être réglés tant que le problème du financement de la vie politique ne sera pas réglé, car ce sont les plus riches, les lobbies les plus importants, les hommes les plus riches qui financent les élections. Quand on parle d'argent, on pense forcément à l'élection présidentielle. Pour l'élection 2020, 11 milliards de dollars ont été dépensés, mais aux échelons locaux aussi, les chiffres sont faramineux, comme l'explique dans le documentaire Rick Schumacher, qui est un consultant politique républicain. L'argent est le nerf de la politique américaine. Il faut considérer la politique américaine comme le plus pur exemple du libéralisme économique sur cette terre. En 2014, nous avons eu ici l'élection au Sénat la plus chère de l'histoire des États-Unis, la première élection de Thom Tillis. Le coût total était d'environ 120 millions de dollars. En 2018, Rick Scott, alors gouverneur de Floride, a battu ce record, avec 160 millions de dollars dépensés pour son élection au Sénat. Les chiffres sont importants car notre économie est importante et les enjeux sont importants. Il y a beaucoup à gagner et beaucoup à perdre selon les politiques mises en œuvre. Et ce que beaucoup ignorent